Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice? Et finalement, que partager autour de vos collaborations? Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit le docteur Raphaël Vial, chef de service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Travailler avec des kinés fait partie de son quotidien et c'est son rôle que d'orchestrer le ballet des professionnels de santé autour des jeunes patients qu'il opère. Dans ce premier volet, le docteur Vial nous dévoile les coulisses d'une prise en charge hautement pluridisciplinaire. Hey, salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de KinéLab, le podcast, je suis avec le docteur Raphaël Vial avec qui nous allons échanger autour des parcours de soins en chirurgie orthopédique infantile. Salut Raphaël, comment vas-tu ? Mais très bien Grégoire. Alors, je l'ai demandé en off, comme avant avec chacun de mes invités, est-ce que je peux te dire tu ? Alors, je pense que tu peux me dire tu parce que je suis chirurgien pour les enfants et donc en consultation, les enfants me disent tu. Ah, c'est vrai. Et spontanément, avec la naïveté d'un enfant, ils te disent tu docteur Oui, comment tu t'appelles ? Donc, je leur dis mon prénom, Raphaël, et puis après, on se dit tu. Ah, ça facilite pas mal les échanges en fait. Oui, c'est difficile parce que quand on les revoit à 18-20 ans, on continue de les tutoyer. Donc, par moment, il y a des petites phases de flottement. Donc, tu viens un peu de te présenter, mais est-ce que tu peux nous le refaire un peu en détail, ton métier, ton parcours, en quelques mots ? Alors moi, je suis chirurgien orthopédiste pour les enfants, donc on appelle ça un orthopédiste pédiatre ou un pédiatre orthopédiste. Donc ma spécificité, c'est de m'occuper des enfants entre 0 et 18 ans et je travaille dans un service à l'assistance publique qui s'appelle le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'enfant. Donc on répare les enfants et particulièrement l'os et le squelette, et puis également les muscles, et puis également les nerfs, etc. Et donc ce service, il est situé dans le 12e arrondissement à Paris, à l'hôpital Armand-Trousseau. Ça fait combien de temps que tu y es ? Je vais bientôt fêter mon 20e anniversaire dans ce service. Les premières opérations que tu peux faire, c'est quoi ? C'est du 6 mois, 2 ans ? Ah, on peut les opérer dès la naissance quand il y a des anomalies à la naissance ou des infections, par exemple. À l'internat, c'est ce que tu voulais faire quand tu étais même externe ? Alors, c'est une vieille histoire, en fait, cette chirurgie orthopédique et réparatrice. Au départ, mon intérêt était plutôt orienté vers la colonne vertébrale. Bon. Et donc, j'ai passé, durant mon internat, mon externat, un certain nombre de stages dans les services où on faisait de la chirurgie de la colonne. Et je me suis rendu compte que les interventions les plus impressionnantes, les plus compliquées, et puis en même temps avec les suites quand même les plus simples, c'était chez les enfants. Ah ouais. Et donc, je me suis assez vite orienté vers de la chirurgie de l'enfant et de l'adolescent de la colonne vertébrale. Ce qui te plaisait dans la chir, c'était l'aspect technique de la chir ? Au départ, oui. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, surtout en pédiatrie, pour opérer un patient, il faut passer des heures à consulter. D'accord. Il faut les voir beaucoup, il faut les voir souvent. On opère très peu finalement en chirurgie pédiatrique. On a parfois 10, 15, 20 enfants en consultation. On va en opérer un seul. Donc, c'est très différent de la chirurgie d'adulte, surtout l'orthopédie adulte, où très souvent, un patient vient... la hanche, Voilà, un patient vient, il a une radio, il a une arthrose, on va lui mettre une prothèse. Et en fait, en pédiatrie, c'est compliqué parce qu'il faut d'abord convaincre l'enfant et ses parents. Donc, on a déjà 3 personnes à négocier. Ensuite, il y a la croissance. Donc, on ne peut pas tous les opérer, en tout cas pas à tous les âges. Et donc, on va avoir beaucoup de consultations. Et puis, finalement, la partie technique, le geste technique, puisque c'est ta question, va s'effacer petit à petit derrière tout ce suivi et toute cette discussion, qui est une discussion, encore une fois, quasiment familiale autour de l'enfant. Quel est le spectre un peu des patients que tu vois ? Quelles sont leurs atteintes ? Finalement, tu m'as parlé du squelette, des nerfs, ça fait beaucoup de choses. Alors, de par ma spécificité de colonne vertébrale, je vais voir des enfants qui ont souvent des pathologies assez lourdes, donc soit des déformations, soit des maladies neurologiques, comme tu as pu voir à Vaucresson quand tu étais étudiant. Donc, c'est vraiment parfois des histoires de vie qui peuvent mal se terminer parce qu'on a des maladies, malheureusement, qui sont des maladies très évolutives avec des enfants, par exemple, des myopathies ou d'autres maladies du système nerveux et des enfants qui vont atteindre l'âge adulte, mais pas forcément aller très loin à l'âge adulte. Néanmoins, notre position est de s'en occuper et de faire le mieux possible. Donc, de ce côté-là, des malades plutôt lourds avec des maladies plutôt sérieuses.
Mais je suis également dans un service où on a tout qui vient nous voir, la traumatologie, les urgences. Donc en ce moment, c'est les retours de ski. Donc là, on est inondé de tout un tas de fractures à opérer. Et puis, dès qu'il va faire beau, ils vont tous tomber dans la rue et ils vont tous tomber en trottinette. Donc on aura plein de fractures aussi. On a tout le temps des infections. Alors, petite question parce que vraiment ça m'interroge. On n'opère quasiment pas les croisés chez les enfants. Ils se les pètent pas? Alors si, ils se les pètent, ils se les pètent bizarrement. C'est-à-dire qu'ils s'arrachent le petit morceau d'os qui est sur le tibia. Donc, quand on a cette chance-là, c'est super parce que le croisé, en fait, n'est pas abîmé. On va juste refixer l'os et ça guérit tout seul. Il faut les opérer, mais c'est une opération qui est assez bénigne. Et les chirurgiens pédiatres se sont mis aux techniques que faisaient nos collègues d'adultes. Et on a appris à faire ça. Et on le fait un petit peu différemment pour ne pas abîmer les zones de croissance, mais ça marche bien. Donc, on opère, nous, une 30aine d'enfants par an dans le service qui ont des lésions des croisés et des ménisques. Ok, intéressant. Je pense qu'on pourrait passer quasiment tout le podcast sur ta présentation parce que ton parcours m'intéresse beaucoup et j'ai sûrement beaucoup à apprendre sur toi, mais finalement, au fil des questions, on va y venir petit à petit. L'intervention du kiné est assez essentielle en post-opératoire. Ma question est, comment est-ce que tu vis, comment s'articulent ces collaborations avec mes confrères et mes consoeurs? Alors, l'intervention du kiné, elle est essentielle en post-opératoire, pas toujours. En tout cas, pour la pédiatrie, pas toujours. Je te donne un exemple. Un enfant va se faire une fracture du coude, très déplacée. On va l'opérer, on va mettre des broches, on va le plâtrer 6 semaines. Il va sortir du plâtre, il va être tout raide, comme un adulte. Et même si on ne fait pas de rééducation, et surtout si on ne fait pas de rééducation, au bout de 3 mois, il va être tout souple. Donc, c'est vraiment la différence entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire qu'à partir de 14-15 ans, on fait faire beaucoup de rééducation en post-traumatologie. Mais avant l'adolescence, on va dire, grosso modo, il y a très peu de place pour la rééducation, en tout cas en post-opératoire des fractures. Donc ça, c'est une grosse différence de l'enfant et de l'adulte. Après, dans toutes les maladies dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les maladies neurologiques, dégénératives et autres, là, la place du kiné est essentielle. Et vraiment, elle est même essentielle en préopératoire si on veut même éviter certaines opérations. Donc, on a un petit peu une position en miroir par rapport à nos collègues qui font de la chirurgie d'adultes. Du coup, cette collaboration, d'un point de vue technico-technique, ça se passe par quoi? Par tes comptes rendus opératoires qui sont transférés, par les bilans des kinés, par du téléphone, par des potes à toi qui sont kinés, par le kiné dans les étages? Comment ça se passe? Donc, ça passe d'abord par les patients et les familles parce que c'est vraiment l'élément de liaison en fait qui fait le lien entre nous et le kinésithérapeute. Donc, à chaque fois que je vois un patient ou des parents en consultation et qu'il y a, parce que je l'ai prescrit initialement, une prise en charge de rééducation, je demande comment ça se passe la rééducation. Comment ça se passe la séance de kiné? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme difficulté? Quel exercice il fait? Donc moi, je fais un peu ma petite enquête. Alors, c'est pas dans une optique de flicage ou de savoir si c'est fait ou bien fait. C'est vraiment, alors d'abord, pour moi, pour me sentir en confiance avec ce qui est fait et essayer de mieux comprendre pourquoi l'enfant va mieux, pourquoi il va moins bien, pour essayer d'avoir une certaine pertinence dans ma prescription de rééducation. Et puis, en même temps, et c'est pas de la flatterie par rapport à ton job, c'est de dire, voilà, on interroge le patient et ses parents sur comment ça se passe la rééducation parce que ça donne une importance à la rééducation. Et c'est pas juste, je fais une ordonnance, je balance l'ordonnance, débrouillez-vous pour trouver un kiné. C'est... je m'enquière de savoir si ce qui a été fait a été bien fait et si ça se passe bien et quel est le résultat. Ça fait du bien à entendre. Ouais, même si tu as dit que c'était pas de la flatterie, je le prends pour un compliment pour notre profession. Qu'est-ce que tu as pu repérer un peu comme guide de bonne pratique et à l'inverse, des témoignages des patients où tu te dis là on part pas dans la bonne direction? On pourrait mieux faire. Alors déjà, un élément qui n'est pas le seul à mon avis en termes de bonne pratique, c'est quand même la durée et le contenu des séances. Et c'est pour ça que ce petit sondage que je fais à chaque fois, il est important. C'est-à-dire que si la séance dure 10-15 minutes, parce que c'est de la kiné à domicile, que le collègue kiné, il vient, il prend le temps de trajet sur sa séance, effectivement, la séance, elle est 2 fois moins longue et peut-être 2 fois moins efficace. Et puis après, dans le contenu des séances, clairement, il y a des fois des choses, c'est des histoires de chasse, mais des choses qui me semblent curieuses. Typiquement, un enfant qui est rétracté, qui a des muscles faibles et à qui on va demander de faire du renforcement actif, je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'améliorer sa fonction. Alors,
Je vais revenir là-dessus parce que... Mais on va rentrer dans des débats rentrer dans les techniques. détails techniques. On a déjà eu cette conversation off avec Raphaël qui m'a bien aiguillé, mais ce n'est pas de ma spécialité. Et moi, il y a 3 ans, j'ai eu une belle révélation sur l'intérêt du renforcement musculaire, plutôt en excentrique et en course externe, notamment sur les cerebral palsy, dans un but de travailler sur le muscle. Et comme dans la littérature chez l'adulte, on nous explique que l'étirement pur et dur permet juste de diminuer la sensibilité à l'étirement, mais pas de modifier la structure du muscle, bah pourquoi pas chez l'enfant avoir les mêmes résultats et te dire je vais faire du renforcement. Donc peut-être que ça expliquerait pourquoi tu as du renforcement. Ce à quoi tu m'as dit, alors Grégoire, attention, c'est plus complexe. Vas-y, explique-moi. En fait, c'est plus complexe parce que la paralysie cérébrale, donc, d'une façon générale, tous les enfants qui ont des troubles du contrôle, ou même les adultes, qui ont des troubles du contrôle d'origine centrale, en fait, ils ne sont pas tous comparables. Et on a des enfants ou des adultes qui ont des commandes volontaires et d'autres qui n'en ont pas. On a des patients qui ont un certain type de mouvements anormaux, qui peuvent être de la spasticité pure, mais qui peuvent être aussi des mouvements athétosiques, choréo-athétosiques, dystoniques. Tu peux, je suis désolé, me redéfinir ces 3 termes? Alors, des mouvements, la spasticité déjà, c'est une notion assez classique, c'est l'exagération d'un réflexe, c'est-à-dire qu'on tire sur un muscle. Normalement, il y a un réflexe d'étirement, et la spasticité, c'est l'absence de contrôle de ce réflexe. Et donc, pour des stimuli qui vont être faibles, on a une réponse du muscle qui est trop intense. Donc finalement, ce muscle qui se contracte tout le temps, de façon totalement incontrôlable, généralement, il va finir par se rétracter, au moins en partie. Il va être musclé, mais il va être court. Donc ça, c'est la spasticité. Le problème, c'est que la spasticité, dans les atteintes cérébrales, elle est rarement isolée. Et il peut y avoir d'autres types de mouvements anormaux, notamment des mouvements qui sont un petit peu erratiques, un peu aléatoires. Typiquement, la dystonie ou les mouvements choréo-athétosiques, c'est des mouvements qui ne sont pas coordonnés, qui ne sont pas commandés par le patient, mais ce n'est pas simplement l'exagération du réflexe. Donc en fait, le patient, il bouge tout le temps de façon totalement inefficace. Alors ces enfants ou ces adultes qui ont ces mouvements-là, finalement, ils vont se rétracter peut-être un peu moins parce qu'ils bougent beaucoup. Donc quelque part, ils font de la kiné active toute la journée, mais sans le vouloir. Les spastiques, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'ils vont toujours se contracter dans la même direction et à ce moment-là, ils vont vraiment beaucoup plus se rétracter. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier parce qu'ils ont effectivement au départ tous le même problème de cerveau, mais ils ont parfois des expressions cliniques qui sont très différentes. Donc, il y en a certains qui vont sûrement avoir besoin de kiné active et d'autres qui vont peut-être être beaucoup plus sur des choses passives. En tout cas, s'il y a une prise en charge chronique à mettre en place, il faut et moi, j'aime bien ça. Il faut se déplacer à la consultation du médecin de rééducation ou du chirurgien orthopédiste, neuro-orthopédiste, et puis avoir une discussion de 15-20 minutes autour du patient en disant, bon, là, il y a une rétraction, on va bosser ça. Là, il y a plutôt de la dystonie, on va bosser ça. Là, il y a du trouble de la posture, là, etc., etc. Bon, c'est sans doute plus efficace et plus sympa que simplement se prendre l'ordonnance en pleine tête avec 30 séances de rééducation. Parce que quand même beaucoup, voilà, ça on peut en parler. Vas-y. Le support en fait de liaison qui est l'ordonnance de prescription, même si avec les évolutions, les différents décrets, même maintenant les kinés pourraient s'en passer de cette prescription médicale, c'est quand même assez pauvre. La prescription souvent c'est bon pour 30 séances, débrouillez-vous. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas les exercices à faire. Alors moi, je fais l'inverse. Moi, je fais des ordonnances où c'est un vrai roman, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de séances, la fréquence, qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire. Alors, de temps en temps, les kinés, ça les énerve. Ah, moi, ça m'énerve. Bah oui. Mais après, je te laisse évoquer, après je te dirai pourquoi. Ça les énerve, mais en fait, je le fais un peu exprès parce que je me dis quand même, c'est la première fois qu'on prescrit un truc, il faut quand même qu'on discute de choses utiles et d'autres qui le sont moins. Et puis, évidemment, s'il y a un renouvellement derrière, je ne vais pas remettre la tartine et le truc. Mais ça, je le fais surtout quand j'ai un retour des patients qui me disent mon kiné, oui, alors bon, déjà, il y avait 3 séances par semaine, il peut faire qu'une fois par semaine. Et puis, quand on va chez le kiné, déjà, les parents, ils n'ont pas le droit d'assister à la séance, donc on ne sait pas ce qu'il fait. Et puis, quand on demande au petit qui a 7 ans, qu'est-ce que tu fais ? Il me fait jouer avec un ballon. Bon. Ça te fait grincer des dents ? Ça m'embête parce que jouer avec un ballon, quelqu'un peut le faire, peut-être pas un kiné d'ailleurs. La psychomotricité, c'est pas de la rééducation. La rééducation, c'est pas de l'ergothérapie, etc., etc. Donc, chacun son job.
Donc, quand j'ai des retours comme ça, je me dis, bon, allez, on va faire une ordonnance un peu précise, on va détailler les choses, et puis après, on va checker ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et encore une fois, on n'est pas dans le flicage, on est juste là pour que les choses soient bien faites et bien faites. Dans les cas où ça m'énerve, c'est quand je vois des protocoles qui sont des copier-coller de protocoles qui ont 50 ans de retard. Quand je vais voir, moi, ma spécialité, c'est la lombalgie, et que j'ai étirement et massage et travail en délordose et travail des abdominaux, je me dis, le seul cas où ça pourrait être pertinent, c'est si jamais j'ai un spondylo en face de moi. Si j'ai pas de spondylo, alors c'est qu'il a pris des protocoles des années 70. Et donc, c'est parfois un petit peu difficile parce que dans le lot, je peux en effet avoir exactement la même prescription qui est parfaitement indiquée pour un type de lombalgie. Et c'est finalement une fois que tu vas avoir l'imagerie et le rapport du médecin et tu vas dire, OK, en fait, ce médecin, je le connais et je sais pourquoi il m'a prescrit ça. Donc finalement, les cas où ça m'énerve, c'est que je n'ai pas le contexte de la décision. Je ne sais pas si c'est un logiciel qui m'a fait un copier-coller, si c'est une secrétaire qui m'a fait un copier-coller, si c'est un médecin qui est spécialisé ou si c'est un médecin qui a envie de faire du zèle juste pour imposer sa patte. Donc en fait, c'est plus une forme d'incompréhension de pourquoi on me sort ça. Alors que tu vois, typiquement demain, si jamais j'ai un lien de confiance envers un chir qui me dit, Grégoire, en fait, j'ai besoin que tu fasses ça. J'ai pas le temps de te l'expliquer, mais j'ai besoin que tu fasses ça parce qu'en fait, moi, j'ai fait 8 heures d'opération sur ce cas-là. J'ai fait 30 colloques sur tel sujet et je suis sûr de mes bases et j'ai besoin d'un bon, littéralement, ouvrier, un bon exécutant. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin je fais des guillemets pour les gens qui m'écoutent. J'ai pas besoin de ton cerveau grec de bilanteur, j'ai juste besoin d'un bon exécutant. Pour moi, c'est OK. Alors ça, je suis... Tu vois, c'est mon ego pas mal en fait qui parle. Non, mais je suis tout à fait en phase avec ça. Alors, la difficulté probablement de ces situations un petit peu de frustration, c'est que tu récupères l'ordonnance, le gars, il t'a mis un protocole, mais surtout, tu n'as pas la transmission du courrier de consultation, de son examen clinique et éventuellement du compte-rendu opératoire. Exactement. Et ça, je crois que c'est un gros défaut qu'on a encore plus à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on a l'impression qu'on est en vase clos et que tout est étanche et que dans l'hôpital, on va tout gérer. Et il y a toute une discussion sur hôpital, médecine de ville, et c'est pas très poreux, on a du mal à passer les éléments en temps et en heure. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, tous les patients que je vois en consultation sortent avec le compte-rendu de la consultation. C'est pas forcément 10 pages, ça peut être simplement 20 lignes, mais dedans, il y a ce pourquoi on fait la kiné et la préconisation de pourquoi on fait ce type de rééducation. Et généralement, on précise aux parents, en tout cas je précise aux parents, qu'il faut qu'ils donnent le compte-rendu de la consultation au kiné pour qu'il y ait le lien qui se fasse avec la prescription. Et ça, je pense que si on a le compte-rendu qui est logique, la rééducation qui est prescrite de façon logique, tout le monde va bien. Et puis derrière, encore une fois, aucun problème à ce qu'il y ait une réciprocité, c'est-à-dire le compte-rendu suivant, le kiné a envoyé ses conclusions. Moi, c'est très fréquent que les kinés de ville m'envoient un petit mot. Alors, ça peut être simplement un truc informatique où ils ont coché ce qu'ils ont fait, ou ça peut être manuscrit, ou ça peut être des questions, etc. Et on en tient compte. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir une activité comme ça de suivi de patients pendant parfois des années. Ouais. Donc, le kiné, voilà, au bout d'un moment, on sait qui c'est, et puis les patients sont fidèles, ou si le kiné ne fait pas le job, les patients finissent par changer. Et ça devient quelque chose d'assez fluide. Ça va être la fin de cet épisode 1, et on se retrouvera très vite avec le docteur Raphaël Vial pour nous parler de chirurgie, d'orthopédie et de pédiatrie. À très bientôt pour l'épisode 2. Retrouvez la suite des échanges entre le docteur Vial et Major Mouvement dans un second volet.